Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je suis Faïs Djelouli, président cofondateur de Holyseum et j'ai le plaisir de vous accueillir ainsi que Renaud Lifshitz, notre directeur scientifique, dans ce webinaire consacré à l'un de nos produits phares, le tiers à blanc de ransomware qui souffle sa première bougie. Eh bien, je dois vous dire qu'en nous lançant dans cette aventure, eh bien, nous savions que nous prenions des risques à nous montrer aussi disruptifs dans l'approche. Mais ce que je peux vous dire d'emblée, et vous en jugerez à la fin, c'est que le tir à blanc de ransomware a très largement dépassé nos attentes en termes de résultats, avec par exemple plusieurs 0D qui ont été découverts sur des EPP ou des EDR, et nous en sommes bien évidemment extrêmement satisfaits. Donc le tir à blanc de ransomware, qui sera présenté en détail par Renaud par la suite, est à la fois un produit et une méthodologie dont la raison d'être est justement de répondre à une question simple et légitime que se posent tous les dirigeants, tous les DSI ou RSSI: quel est mon niveau d'exposition à la menace particulière du ransomware? Ou plus précisément, si malgré mes défenses périmétriques, l'une de mes machines venait à être infectée par un ransomware, quelles seront alors les conséquences sur le reste de mon système d'information? Est-ce que mon EDR ou mes différentes solutions de sécurité que j'ai installées m'apporteront la protection escomptée? Eh bien, le dispositif que nous avons imaginé pour répondre à cette problématique, c'est de créer nos propres attaques par ransomware, totalement inoffensives pour le client, mais qui permettent d'étudier en conditions réelles toutes les techniques documentées, voire certaines inédites, mais que nous jugeons pertinentes car pouvant advenir dans les futures attaques, afin d'étudier l'étendue des actions pouvant y être réalisées et ainsi pouvoir sécuriser proactivement son système d'information. Alors, malgré la relative jeunesse de la solution, le tir à blanc de ransomware commence déjà à gagner en notoriété, notamment à la faveur de plusieurs prix qui lui ont été décernés, à l'instar du premier prix de l'innovation, lauréat d'or de la Cybernight organisé par République IT, mais également le prix de l'innovation des cadors de la cybersécurité, ainsi que le prix de la meilleure solution dans la catégorie évaluation des risques. Eh bien, tout cela est bien beau, mais bien entendu, et conséquemment à cela, la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est: est-ce que ça tient ses promesses? Qu'est-ce que ça vaut vraiment sur le terrain? Est-ce que ça apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à un test d'intrusion ou à une red team classique? Eh bien, pour répondre à cette question ou à ces questions, et à défaut de nous montrer très illustratif dans ce format webinaire, eh bien, nous avons pensé qu'après une dizaine de déploiements déjà réalisés du tiers blanc de ransomware, eh bien, rien ne valait mieux que le jugement qu'un RSSI ayant déjà expérimenté le tiers blanc de ransomware va porter dessus. Eh bien, aujourd'hui, on est très chanceux puisqu'on a 3 RSSI de 3 secteurs d'activités différents. Donc, Stéphanie Buscaire de la TECOR, Stéphane Bois de groupe Les Écoles Parisiens, filiale du groupe LVMH, et Philippe Netzerjoli du groupe Arkema, que je remercie tous très, très chaleureusement d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. Et je remercie également Valérie Marchive, qui est un observateur privilégié de la menace cyber. Disons-le clairement, Valérie traque les ransomware avec la même hargne que le journaliste de l'incroyable Hulk, pour ceux qui ont la référence, et il nous fera donc l'honneur de partager ses lumières sur ce sujet, en particulier sur une étude qui vient de paraître. Enfin, je vous laisse entre des mains bienveillantes, de très bonnes mains, en compagnie de Jérôme Saïz, qu'on a le privilège d'avoir aujourd'hui avec nous pour animer ce webinaire. Et je termine par un dernier fun fact. En regardant la page LinkedIn de Holyseum ce matin, nous étions très exactement à 1789 abonnés. Alors, faut-il y voir le signe d'une révolution à venir? Je vous laisse en juger par vous-même. Et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Faiz. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre donc pour cette petite heure qui sera consacrée au tir à blanc de ransomware. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce terme qui émerge grâce à Holyseum. Mais alors, Faiz, tu l'as dit, on va voir si la promesse est tenue. Mais avant de savoir si la promesse est tenue, on va peut-être d'abord essayer d'avoir tous le même niveau d'information, de tous bien comprendre ce qu'est un tir à blanc de ransomware.
Et pour ça, je demanderai à Renaud Lefschitz, qui est le directeur scientifique d'Oliseum, qui connaît la solution et qui connaît plus largement la cybersécurité, de venir essayer d'expliquer. Renaud, alors tu as la tâche difficile parce que c'est un nouveau concept sur des sujets qui peuvent s'avérer complexes. Et en plus, tu as la tâche difficile aussi d'expliquer précisément en quoi ça diffère d'un pentest. C'est la question finalement que tout le monde se pose. Renaud, c'est à toi. Tout à fait. Merci Jérôme. Alors, le tir à blanc de ransomware, c'est à la base une expérience de pensée qui répond à un besoin tout à fait concret des RSSI, DSI, qui ont tous vu dans le classement des menaces qui suivent mois par mois, cette menace des ransomware comme étant la menace cyber numéro 1. Alors, pour rappel, 255% d'augmentation des signalements d'attaque en 2020 dans le périmètre de l'ANSSI par rapport à l'année précédente, et puis des attaques de ransomware qui sont de plus en plus sophistiquées et de plus en plus automatisées, avec aussi la menace de double extorsion, qui est à la fois le chiffrement des données et l'exfiltration des données, et que même si vous avez du coup un backup, il est possible pour le rançonneur en fait de vous extorquer de l'argent en vous menaçant de diffuser les données qu'il aurait volées. Et la vraie problématique des DSI RSSI, c'est d'avoir une idée pratique de leur exposition au risque. Et à l'heure actuelle, aucune prestation d'audit ne permet d'avoir en réalité une idée du niveau d'exposition pratique au ransomware, puisque un pentest, typiquement, lui va faire un focus sur les points d'entrée sur le réseau. Nous, à l'inverse, on va supposer que l'attaquant arrivera tôt ou tard à rentrer sur le réseau et on va davantage s'intéresser aux possibilités en fait de se propager sur le réseau et pas de rentrer sur le réseau. À l'inverse d'un pentest aussi, on va essayer de chiffrer en masse les fichiers, voir s'il y a des réponses des antivirus, des EPP et des EDR sur le chiffrement de masse, puisque c'est une caractéristique typique des ransomware. On voit bien que là aussi, ça sera très différent d'un pentest. On va tester également l'exfiltration de données. Là encore, ce n'est pas l'objet d'un test d'intrusion, avec aussi des techniques pour essayer de contourner le reverse proxy, de manière à voir si les capacités de l'entreprise sont bonnes pour éviter cette exfiltration de fichiers. Voilà, donc trois grosses différences majeures par rapport trois grosses différences majeures par rapport à un pentest. Alors, quelle est la solution technique derrière? La solution technique, c'est un ransomware gentil, donc pour s'approcher de plus en plus des conditions d'une vraie attaque. Ransomware qu'on a développé chez Oliseum et qui regroupe en fait les techniques à la fois d'attaque système, réseau et d'exfiltration qu'on rencontre le plus souvent dans les ransomware, plus différentes attaques conceptuelles qu'on a été amené à développer et qui seront probablement utilisées dans les ransomware tôt ou tard. L'idée, c'est de mettre à disposition sur certains patients zéro des fichiers et des répertoires témoins. Donc, il n'y a pas du tout d'atteinte à l'intégrité ou à la confidentialité des fichiers chez le client. Ça peut se faire en production. Et à travers donc, ce dépôt de fichiers et de répertoires témoins sur les postes, des tests sur les capacités de chiffrement de ces fichiers et d'exfiltration, voilà, de ces données-là. Il y a trois phases globalement qui sont mises en œuvre. Un test de la sécurité système des solutions de type antivirus, EPP ou EDR qui serait sur le poste, avec un test de chiffrement de ces données-là. Au niveau de la sécurité réseau, des tests de déplacement latéraux par exploitation de vulnérabilité. Et au niveau de l'exfiltration, des tests de filtrage réseau, de reverse proxy. Et il s'agit de tester à la fois les défenses techniques et les défenses, on va dire, opérationnelles du client. Donc, par exemple, la réaction du SOC ou des équipes informatiques à ces tentatives d'attaque.
Voilà, alors comment ça fonctionne? En fait, on essaye d'adopter une démarche itérative et à chaque fois qu'on rencontre des choses sur le terrain, et chaque client a un environnement assez différent, en fait, on a un retour d'expérience avec des difficultés ou au contraire des portes qu'on a pu trouver chez le client qui viennent enrichir la réflexion dans notre cellule veille et prospective. Ça amène à développer ensuite de nouvelles fonctionnalités pour notre prototype de tir à blanc de ransomware et notre FAB, donc à travers le développement de cette plateforme. Donc plateforme qui s'enrichit à chaque expérience des retours d'expérience du client. Grâce en fait à cet enrichissement permanent, on peut faire bénéficier chaque client du retour d'expérience de tous les autres clients précédents et d'un ransomware de plus en plus, on va dire, polymorphique et de plus en plus élaboré, multifacette, avec des vulnérabilités qui ne sont pas uniquement des vulnérabilités d'implémentation qu'on pourrait voir et donc qui seraient corrigées par des patchs ou des mises à jour, mais véritablement des vulnérabilités conceptuelles. Et c'est ainsi qu'on a pu trouver donc des vulnérabilités zero day sur de grandes solutions du marché, hein, comme Microsoft EDR for Endpoint, Kaspersky Antivirus, et puis 3 ou 4 autres EPP et EDR un peu plus confidentiels. Grâce à des techniques de contournement qu'on n'a pas encore vues dans la nature, mais qu'on essaye d'anticiper de manière à avoir la meilleure protection possible pour nos clients et de manière à leur fournir des recommandations pour bloquer même des menaces qui ne sont pas encore formellement déployées et formellement visibles dans la nature. Voilà, j'espère que ça a été clair, hein, Jérôme. Jérôme, tu es en mute. Mais non, je m'entraînais, c'est tout. Donc, maintenant qu'on a vu la théorie avec Renaud, on peut passer à la pratique. Comment, dans trois organisations très différentes, ce tir à blanc de ransomware a pu être déployé, comment on en est venu à vouloir faire un tir à blanc de ransomware jusqu'à quels ont été les résultats et comment on a pu capitaliser sur ces résultats. Alors, pour en parler avec nous, 3 témoins, Stéphanie Busqueret de la TECOR, Stéphane Bois des Échos, Le Parisien, et Philippe Nézère-Joly de Arkema. Tous les 3 sont groupe CISO, donc c'est facile. Première question pour poser le décor en quelque sorte. Comment on en vient à faire un tir à blanc de ransomware? Quelle a été la motivation initiale pour vous? Qui prend? C'est possible en se démutant. Alors moi je suis démutée, alors je commence. Évidemment, à l'origine, il y a cette fameuse question qui, si elle n'est pas encore posée par le code IRUL COMEX, on sait qu'on va nous la poser bientôt et si jamais le ransomware arrive jusque chez nous, qu'est-ce qu'on risque? Donc ça, c'est une question qui est toujours très difficile à solutionner avec des mots simples et pas techniques. Et puis, moi, j'avais ce besoin aussi de répondre à ce qui pourrait presque un adage en fait en sécurité pour un CISO, qui est de dire tant qu'il n'y a pas d'incident, c'est à quoi tu sers. Et quand il y a eu un incident grave, c'est à quoi tu as servi en fait. Donc la problématique de ça, c'est comment je fais pour démontrer que ce qu'on fait est déjà porteur de valeur ou de protection, et éventuellement pour essayer d'avoir un peu plus d'adhésion et peut-être un peu plus de moyens pour développer plus avant les moyens de protection. Donc moi j'ai trouvé assez tôt l'offre de tir à blanc rançongiciel en faisant un peu de veille dans la presse. Et j'ai trouvé qu'il répondait particulièrement bien à moi, mon attente à moi, qui n'était pas du tout technique. Je suis un CISO tout seul. Les équipes opérationnelles de sécurité ne dépendent pas de moi, dépendent d'un CTO qui venait d'arriver. Et je lui ai dit, j'ai dit mon CTO et mon CIO, il faut qu'on fasse un truc pour tester notre vulnérabilité à ce genre de menace. Alors, je vous propose de faire un truc, comme ça peut se pratiquer dans certaines forces spéciales, on va faire un tir de confiance. Pour ceux qui ne savent pas, vous cherchez tir de confiance, GIGN. Du GIGN, voilà. Et par contre, comme je les ai vus devenir tout blême et commencer à trembler, je leur ai dit, mais on va le faire avec des balles à blanc. Ne vous affolez pas, j'ai trouvé un truc qui est inoffensif, entre guillemets, puisqu'il ne fait pas de traces, il ne fait pas de mal. Mais par contre, ça va nous mettre à l'épreuve à la fois techniquement
pour valider, vérifier que ce qu'on a déjà fait est pertinent, mais aussi pour vérifier que nos équipes ont les bonnes réactions, qu'on a la bonne détection, que les équipes ont les bonnes réactions, les bons réflexes. Donc, ça m'a permis, moi, déjà de mettre en place ce tir à blanc, avec le support aussi de mon assureur de l'époque, qui trouvait que c'était une bonne idée. Ça l'a rassuré à lui aussi. Donc ça, c'était aussi une belle preuve de collaboration. Peut-être que l'effet le plus inattendu dans cette mise en place, une fois que j'ai réussi à convaincre mon DSI et mon CTO, ça a été le teasing que j'ai pu faire sur notamment les CODIR, les COMEX et les comités d'audit. On a annoncé qu'on allait faire un tir à blanc de ransomware. On nous a dit quand est-ce qu'on a le résultat. On veut savoir, on veut absolument avoir le truc. Et ça, je les ai bien tenus 2 mois sur le sujet. Parce que finalement, pour eux, c'était un peu accessible. C'était facile à comprendre. On allait faire un tir à blanc de ransomware. C'est pédagogiquement, ce qui n'est pas facile d'amener des populations métiers à comprendre ce qu'on fait. C'était extrêmement facile à expliquer. Une fois qu'on a bien expliqué que les balles étaient à blanc, ça a créé un intérêt, un petit buzz entre guillemets sur le sujet de la cybersécurité, et ça nous permettait, en tout cas c'était notre espoir, de mettre en lumière les bons résultats obtenus déjà par les équipes informatiques. Alors justement, pour nos autres CISO, est-ce que vous vous retrouvez dans ce cheminement? Est-ce que c'était les mêmes demandes et le même parcours? Alors, côté Arkema, en complément, et je me retrouve complètement avec ce qu'a dit Stéphanie, mais mis à part que pour les assureurs, moi, c'était plutôt en amont dans cette phase-là, puisque pour anticiper un renouvellement de cyberassurance, j'ai voulu rentrer, notamment pour présenter ça à mon comité, à mon conseil d'administration, le scénario du pire et ce qu'on appelle le maximum potentiel loss, c'est-à-dire combien je pourrais perdre au maximum dans le cas d'une cyberattaque. Et donc, pour pouvoir derrière, au-delà de l'exercice théorique du scénario du pire, de se dire concrètement, si ce scénario se passe, comment je vais résister, ça va quoi être ma résilience sur le sujet, quelles sont l'efficacité de mes différents systèmes. Et effectivement, il n'y a pas besoin de convaincre un COMEX ou un conseil d'administration sur ça. Ils comprennent très vite, puisque ça fait des années qu'on leur dit et qu'ils lisent la presse, etc., et qu'ils entendent parler de ransomware dans tous les cas. Donc c'était assez facile d'un point de vue pédagogie de comprendre l'exercice et la finalité de l'exercice. Ça m'a permis également, et j'en ai profité de l'occasion aussi, parce que j'allais faire un renouvellement technologique en termes de protection des endpoints. Et donc, ça m'a permis de faire un état des lieux du niveau que j'ai actuellement et de regarder la solution d'après. Est-ce que, à la même solution et au même test, est-ce que je vais me retrouver au même niveau? Est-ce que je ne vais pas être au même niveau? Est-ce que je vais perdre ou pas? Et j'ai pu avoir des surprises. Et donc, c'était intéressant parce que là où je pensais aller tranquillement vers l'étape d'après, j'ai dû dire à mon CTO, non, appuie sur pause. Là, il semblerait que le choix qu'on a fait collectivement ne soit pas complètement encore le plus efficace. Donc, j'ai appuyé sur pause, le déploiement d'un sujet, le temps de pouvoir faire une remise à niveau pour être certain que je n'avais pas dégradé une situation par rapport à ce que j'avais aujourd'hui. Donc, c'était un juge de paix et ça permet d'être assez factuel, en fait. Là où souvent on se pose des questions, où on le voit, et je vais être d'accord avec Stéphanie, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'incident, bon, c'est compliqué d'expliquer un SOC, d'expliquer, etc., etc. Et puis le jour où on l'a, pourquoi vous ne l'avez pas vu, quoi. Là, voilà, ça nous permet de comprendre et de chaîner et de tester enfin la chaîne de réaction. Est-ce qu'il y a eu détection? Combien de temps on a mis pour le voir et tout ça? Et de manière détendue, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un tir à blanc, donc on peut regarder les choses de manière détendue, ce qui n'est pas toujours le cas quand on vit une alerte dans la vraie vie. Je confirme. Stéphane, c'était pareil pour vous? En fait, dans le cadre du groupe Les Échos Le Parisien, ça répondait à 2 besoins. Premièrement, je venais de prendre le poste de RSSI en août et voilà, j'avais besoin de définir une stratégie et de définir des priorités simplement. Et
Et le second besoin, c'est surtout effectivement ce qu'il y a eu la question effectivement du management, parce qu'on a eu un confrère qui s'était fait attaquer dans la même période et la question n'a pas manqué. Alors Stéphane, comment on se positionne par rapport à ce type d'attaque? Est-ce on est bien préparé et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prémunir? Et donc j'ai naturellement fait appel à Elysium qui proposait cette solution. Donc ça m'a permis effectivement de répondre à mon management sur un petit peu notre niveau d'exposition à cette menace et aussi, in fine, à définir les grandes priorités en termes de sécurité. Ce qu'on avait pour habitude d'avancer en découvrant les vulnérabilités, on s'est dit, bah tiens, plutôt que d'avancer en découvrant, on va lancer une démarche de revue 360 de notre sécurité, comment est-ce qu'on se positionne, et on intègre le tir à blanc de ransomware qui permettra de valider ou non les différentes solutions de sécurité en place et le nécessaire justement pour être un peu plus résilient face à cette menace qui fait peur au final au comité de direction. Très bien. Alors maintenant qu'on sait pourquoi, on peut peut-être se poser la question du comment. Comment on organise un tir à blanc de ransomware? Déjà, comment on cadre une telle activité? Est-ce que c'est open bar? On peut passer partout, exploiter tout ce qu'on veut? Ou est-ce qu'il y a des limites qu'on place? Et comment on s'assure évidemment que ces limites sont respectées s'il y en a? Ce qui est intéressant, c'est l'accompagnement qu'on va avoir, puisque c'est un peu comme toutes les missions de contrôle ou d'audit de sécurité. On va travailler avec les équipes de l'Elysium pour définir quel est l'objectif qu'on veut atteindre et pour ce faire, comment est-ce qu'on va délimiter le tir à blanc. C'est ça qui est intéressant, c'est pas un kamikaze qui arrive et qui tire partout dans tous les sens. On explique ce qu'on veut faire. Nous, pour notre partie, il y a des limites qu'on s'est posées, notamment en termes d'amplitude horaire, puisqu'on était un groupe international qui n'a pas de nuit applicative. Donc, il n'était pas question de faire un tir à blanc sur des équipes à l'étranger, par exemple, sur de la production à l'étranger, alors que nous, nos équipes n'étaient pas là pour ne serait-ce que lever les doutes s'il y avait pu y en avoir ou venir faire de l'intervention de dernière minute. C'était exclu parce que c'était vraiment pas l'objectif. Hein. On avait choisi aussi parce qu'on ne peut pas tout s'offrir, il faut être très clair, de centrer d'abord le tir à blanc plutôt sur ce qu'on appelle les offices, donc les cols blancs, des gens qui ont plus souvent des emails sur lesquels ils peuvent cliquer avec plein de trucs dedans super chouettes. Parce que ça nous a permis déjà de cibler une grosse masse d'utilisateurs. Et ensuite de rester dans des plages horaires pour lesquelles on était présent pour réagir, sachant que ce qu'on a choisi, nous, en termes de stratégie de tir à blanc, c'est qu'on était 3 dans la confidence, le DSI, le CTO et moi. On avait indiqué aux équipes, système, équipe technique et puis sécurité, qu'on ferait un tir à blanc dans le courant du mois. Et puis, c'est tout. Parce que justement, l'autre partie de l'objectif de ce tir à blanc, c'était de mesurer un peu, de mettre nos équipes en situation de réaction sur incident. Alors, si on leur dit attention, mardi à 3h, il y a le SOC qui va sonner, c'est quand même moins drôle. Donc, ça faisait partie du jeu. Les équipes de Elysium ont été pilotées de manière très, très légère. On leur donnait un accès pour la primo-infection et puis c'est tout. Et ils se sont débrouillés. Ça nous a permis d'avoir, nous aussi, une vue 360 sur la totalité, la technique et puis l'humain face à des choses qui se passent dans le système d'information. C'est comme ça qu'on a choisi de le faire. C'est toujours un peu frustrant pour le RSSI parce que tu as envie de tester tout partout. Mais on est resté calme et mesuré. On n'exclut pas effectivement de rejouer d'autres choses sur d'autres périmètres. Et plutôt, comme le disait Stéphane, en validation de choses. En faisant évoluer l'architecture, en faisant évoluer les outils, comme le disait Philippe, d'avoir justement une espèce de... Bon, maintenant qu'on a fait les choses, qu'on les a améliorées, est-ce que ça passe le test du tir à blanc? Philippe, Stéphane, vous aviez la même démarche, en tout cas pour cerner le périmètre et le contrôler. Oui, une petite différence par rapport à Stéphanie. Moi, je l'ai fait en livre blanc, c'est-à-dire que les équipes CTO savaient le jour où Elysium allait venir, savaient exactement qui allait voir les choses. Donc,
j'ai un SOC qui est hybride, c'est-à-dire que par contre, le partenaire, lui, il est niveau 1, niveau 2, ne savait pas exactement quand et autres, mais sinon, tout le reste, on était là, on était prêts, mais notamment aussi parce que comme on voulait tester plusieurs configurations et tester dans les différents éléments, ça nous semblait opportun. Et dans la pédagogie préparatoire, j'avais expliqué que voilà, l'objectif qu'il y avait, c'était pas prendre par sécurité, enfin par surprise, pardon, ce qu'on ne s'interdit pas de faire dans les prochains tirs qu'on fera, hein, je leur dis, mais voilà, c'est le premier, on va apprendre ensemble, on va regarder les choses factuellement, calmement, et donc voilà, et vous verrez tout, on aura le temps de tracer dans les différents blocs et on regardera les différents éléments, justement pour les associer à la démarche. On savait qu'on verrait des choses et on savait qu'on aurait des points et des plans d'amélioration. Et donc, en fait, moi, dans ma préparation a été plutôt, et je l'ai utilisé plutôt pour préparer les actions de remédiation suivantes et les plans d'action que j'allais devoir mener avec les équipes CTO et pour les embarquer. Et pour les embarquer, qui se sentent honneur du sujet et que ce n'est pas juste le ciseau qui, dans son coin, a voulu tester l'efficacité de différentes choses, j'ai voulu qu'ils se sentent propriétaires également de ces tests et que du coup, ils se sont sentis également obligés et propriétaires du plan d'action, des axes forcément d'amélioration, de changement d'outils, etc. Et je dois dire que ça a plutôt bien réussi dans ce sens-là. Côté les échos, effectivement, évidemment, on délimite le périmètre, hein. On n'est pas une entreprise internationale. En revanche, le fait d'appartenir à un groupe international, on a forcément des interconnexions. Donc, on précise très bien qu'il ne faut pas l'effet coucou chez les copains d'à côté, évidemment. Et on a mis à disposition d'Olysium le patient zéro, donc c'est-à-dire un ordinateur. Et comme on voulait aussi tester la propagation latérale de la menace, on a monté sur cet ordinateur un partage réseau pour voir effectivement la capacité du ransomware à se propager latéralement. Donc ça nous permettait de voir effectivement un patient zéro infecté, est-ce que la menace se limite à ce patient zéro ou elle a la capacité à se propager? Et je peux vous dire que les résultats étaient assez édifiants. C'est ce qu'on voit très très régulièrement sur des crises de type ransomware. Ça part d'un patient zéro, que ce soit un compte VPN, un accès à distance qui a été dérobé, ou que ce soit la compromission d'un PC, mais ça part de là et le déplacement latéral est très rapide pour arriver à un contrôle complet de l'Active Directory et une diffusion du chiffreur. Donc finalement, vous n'êtes pas très différent des autres victimes, sauf que vous avez quand même pris soin d'anticiper. Est-ce que vous aviez, tous les trois, posé des règles qui vous permettrait de continuer même si vous détectiez l'attaque. C'est-à-dire que même si votre SOC sonnait, même si votre EPP sur un poste de travail bloquait la tâche des intruseurs d'Olysium, est-ce que vous aviez prévu des exceptions comme ça en disant, c'est pas grave, on sait que ça se serait arrêté là, mais on peut continuer? Oui. Enfin, pardon. Stéphanie, lady first. Allez, continue, vas-y. Merci. On avait vaguement évoqué le sujet au départ avec Olysium, et puis on s'est dit, on verra bien quand ça arrive. Et dans les faits, c'est arrivé sur un des deux tirs, le tir dont le patient zéro était un PC. Quand on a vu arriver une personne du support en état d'excitation absolue totale, en train de hurler « Il est où le PC ?» numéro machin. Je lui ai dit « Détends-toi, tout va bien. » On s'est dit « Non, mais c'est pas possible, ça sonne de partout, il faut trouver le PC. » Donc, on a calmé tout le monde, on a dit « Ok, c'est bon, vous l'avez trouvé, etc. » Très bien, on détend, on se calme, tout simplement. Et on a posé la question à Olysium aussi pour avoir leur avis, leur conseil. Et ce qu'on a souhaité faire, parce que autant l'objectif de mesurer la réactivité des équipes était atteint, autant l'objectif de voir jusqu'où est-ce que le ransomware pouvait se propager justement latéralement n'était pas complètement atteint et que c'était dommage de s'arrêter en si bon chemin. Donc, on a pris la décision avec Olysium de continuer le tir à blanc malgré effectivement la détection, puisqu'on avait atteint un premier objectif. Et ça aurait été quand même un petit peu frustrant de ne pas aller au bout sur ce point-là. D'autant plus que la direction peut être un coup de bol et on n'aura pas toujours des coups de bol. Stéphane, Philippe. Oui, du coup, du côté d'Arkema, c'était également comme j'étais dans une démarche que je vous disais du scénario du pire, donc même si là, sur quelques exemples, on a bien détecté, le SOC a bien réagi, il a vu tôt,
on a considéré qu'il fallait qu'on continue, partant du principe que peut-être que si c'était une vraie attaque, on ne l'aurait pas vu, et donc de continuer la démarche jusqu'à un point où on est allé jusqu'à étendre même un peu le sujet et sur proposition d'Elyséum également, c'est-à-dire que d'aller regarder quelques éléments au niveau de l'Active Directory, d'aller regarder, parce que ça vaut toujours la peine de se dire, de prendre la vue d'un attaquant qui serait rentré sur le sujet. Et ça, c'est très compliqué à expliquer. Ça a été peut-être mon point, ça n'a pas été d'expliquer le ransomware, le tir à blanc. Mon point, ça a été d'expliquer qu'on acceptait le fait que malgré tout l'argent et les dépenses et les outils qu'on met sur la sécurité périmétrique, que l'hypothèse que ça puisse quand même rentrer est psychologiquement quelque chose qu'il faut faire. Donc, CISO, on peut le faire, mais au COMEX, il a fallu expliquer ça. Il a fallu expliquer que oui, d'accord, on a la périmétrie, oui, on a tout ça, mais malgré ça, il se peut que. Et il faut rentrer dans ce scénario-là. Et puis, malgré ça, ça peut faire des mouvements latéraux. Et malgré ça, il peut y avoir la main sur, ou une tentative de prendre la main sur un AD. Et donc, je pense que quand on rentre dans ce genre d'initiative-là, il faut être dans un mindset de se dire, voilà, c'est un exercice. Et dans un exercice, il faut essayer d'aller dans le scénario du pire, du pire, du pire, checker tout ce qui se passe bien, en tirer, et je pense que par contre, c'est important d'en faire la pédagogie, et quand il y a de la restitution, c'est de bien expliquer de tout ce qui était positif, c'est-à-dire là où ça a été vu, comment ça a été vu, avant d'aller dire tout ce qui ne va pas bien et ce qu'il va falloir améliorer, parce qu'il y a forcément, c'est ni tout blanc ni tout noir, ça va être forcément un petit peu comme tous les pen tests qu'on fait. Et en cela, par contre, après, sur le rapport et la manière dont on traite un rapport, c'est assez similaire à d'autres choses. Mais il ne faut pas oublier aussi de souligner les choses qui vont bien. On en parlera justement dans la dernière partie qui tourne autour de qu'est-ce que vous faites de tous ces résultats. Mais Stéphane, donc de votre côté, vous avez aussi fait quelques exceptions ou vous les avez laissées libres et si ça s'arrête, eh bien ça s'arrête, c'est qu'on est bon et qu'on n'a plus besoin de l'Elyséum. Oui, dans notre cas, on a effectivement réalisé quelques exceptions, parce que dans son fonctionnement, le tir à blanc a des techniques d'évasion pour contourner un petit peu les solutions en place. Et dans la première tentative, notre antivirus avait plutôt bien réagi et on a dû mettre une exception. Et dans les secondes tentatives, l'auditeur a utilisé d'autres techniques d'exception, d'évasion, qui n'ont été détectés ni par l'antivirus ni par l'EDR. Donc, on était dans une démarche d'aller jusqu'au bout de l'exercice, quitte à faire des exceptions, et c'est ce qu'on a fait au niveau de certains outils. En revanche, effectivement, on n'a pas informé le SOC, qui a détecté quelques activités, mais pas celles qui étaient directement liées au tir à blanc. Donc, c'est ça super nous a intéressant. permis effectivement de nous améliorer à ce niveau-là. Et est-ce que vous aviez interdit des choses, interdit des techniques, interdit des approches, un peu comme lors des tests d'intrusion physique, où très souvent le client interdit que l'on casse les serrures, on va pas briser les serrures pour entrer. Est-ce que là, vous aviez aussi des choses qui étaient hors limite finalement pour les attaquants d'Elyséum? Sur les outils qu'ils pouvaient utiliser? Sur les outils, oui, tout à fait. Non. Non, parce que ça revient à dire, les pirates, je veux bien, mais vous n'utilisez pas la technique d'évasion X42. Et par exemple, est-ce qu'ils pouvaient provoquer un déni de service sur un site pour saturer le SOC et les défenseurs d'un côté, histoire de faire autre chose? C'est pas l'objet du tir à blanc. Enfin, que les gens d'Elyséum me corrigent, ils me disent, mais c'est pas l'objet. Un ransomware, en général, il a plutôt, a priori, sur ce qu'on connaît déjà, il a plutôt envie de passer inaperçu. Ouais, un déni de service, ça ne passe pas tout à fait inaperçu si on reste sur le ransom classique. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'être en situation de ransomware sournois, vicieux et classique, du coup. Donc, nous, on n'avait pas donné de… Oui. Côté Arkema, c'est pareil. Enfin, on a donné le cadre de jeu qui était un range d'adresse IP qui permettait de savoir qu'on allait jouer dans cette zone-là. Serveur là, ce que j'ai dit, on l'a étendu un peu sur un peu d'Active Directory parce que ça fait jamais de mal d'aller regarder comment on est sécurisé au niveau de l'Active Directory, parce que aussi dans les schémas d'attaque des ransomware, c'est souvent en prenant la main sur l'Active Directory, donc ça faisait complètement sens, mais on est resté dans le sujet du tir à blanc, du ransomware, et on n'est pas passé sur du déni de service ou sur d'autres types
Voilà, je pense qu'il faut par contre, parce que il pourrait y avoir tentation. On se dit, une fois qu'on est dans la place, faisons-nous plaisir. Mais non, restons concentrés. Enfin, voilà, en tout cas, j'avais un objectif bien précis, un cahier des charges que je m'étais fixé, encore une fois, notamment pour avoir mon dossier que j'allais présenter en conseil d'administration juste derrière. Donc voilà, il s'agissait d'être précis sur la réponse que j'allais apporter. Enfin, dans le cas des échos, il faut souligner aussi qu'il y avait une collaboration assez forte avec l'auditeur qui ne manquait pas de nous solliciter lorsqu'il il devait effectuer d'autres types de manipulations qui étaient susceptibles soit d'être visibles ou de poser d'avoir quelques effets de bord. Donc, on était informé en temps réel de ce qui se faisait, donc ça permettait justement de décider. Donc, tout ce qui permettait en tout cas de mettre à l'épreuve nos protections, on l'autorisait. Voilà. Très bien. Donc, on passe à la dernière partie qui est qu'est-ce que vous en avez retiré? Quel est le bilan finalement de ce tir à blanc? Alors, d'un point de vue technologique déjà, quel a été pour vous le bilan? Comment vous avez capitalisé sur ces résultats? Assez classiquement, en fait, c'est un plan de rémédiation qui part des préconisations de l'ISEOM avec une classification par criticité et par faisabilité de rémédiation. Ça nous a aussi permis d'aller un peu titiller certains éditeurs de solutions de sécurité pour leur dire là, quand même, est-ce que c'est bien normal? Comment vous expliquer Ça a dû être un ça? joyeux moment pour eux. On n'a pas été très, très, très méchants parce que ça a plutôt bien tenu. Peut-être l'effet le plus alors, drôle, hein, pas trop, parce que sur le premier coup, moi, j'étais en PLS, sur un point qui a été remonté par le tir à blanc, parce qu'on avait des points à chaud toutes les fins de semaine avec Coliseum qu'on ne partageait pas avec les équipes, et puis on leur a fait une vraie restitution avec la totalité. Où il y a un point où, voilà, en tant que ciseau, vraiment, j'étais en PLS. Et quand on a fait la restitution aux équipes du CTO, ce point-là, comme je m'y attendais un peu, les a vexés. Mais vraiment, vexés très, très fort. On était un peu loin à cause du Covid. Et j'ai vu, moi, les responsables du système en question, tout de suite baisser la tête, le nez sur le clavier, clic, 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 clic. Je crois que ça a été le point de rémédiation le plus vite fait. La réunion n'était pas finie. Il était déjà solutionné, celui-là. Donc après, effectivement, c'est ce qui est un peu comme avec un pentest, hein, c'est que vous avez des actions à mettre en place, vous avez un calendrier à planifier. Et là, le tir à blanc, il n'est pas magique. Alors peut-être le résultat du mien était-il suffisamment acceptable pour pas voilà, mettre le feu un peu partout. Mais maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'aller clôturer les derniers points, ceux qui sont de l'amélioration, ceux qui nécessitent aussi de solliciter les éditeurs de solutions. Et évidemment, de réorchestrer ça une prochaine fois pour mesurer est-ce que l'amélioration de nos processus humains et organisationnels sera encore plus performante la prochaine fois. Alors, j'imagine que sur le point de vue technique, c'est pareil pour Stéphane et Philippe. Mais du point de vue organisationnel et humain, justement, est-ce que ça a levé quand même des projets? Est-ce que ça a permis de faire amorcer des changements dans ce domaine-là aussi? Alors, du coup, d'un point de vue gouvernance de mon côté, ça m'a permis d'avoir des axes et de calculer mon fameux maximum potentiel loss que j'utilise par ailleurs et qui me sert dans ma gouvernance du risque concret. C'est-à-dire que là, quand j'ai pu aller discuter avec ma direction du risque, avec ma direction des assurances, etc., on avait quelque chose de factuel et de concret, ce qui change vraiment la discussion, ne serait-ce que dans la négociation avec une cyberassurance. C'est-à-dire que quand on voit et qu'on arrive avec, c'est comme une voiture, on arrive avec un crash test, il y a un crash test, quoi. Et c'est pas théorie du truc, des matériaux, de la résistance, etc. Non, c'est un crash test, il y a le rapport, il est là, on peut le voir, etc. Et je pense que ça nous a aidé. Ça m'a aidé aussi sur le conseil d'administration où tous les ans, ils nous demandent quand même comment on se teste, comment on est sûr des différents éléments. Et là, de la même manière, quand on arrive avec un rapport, avec des plus, des moins, mais qu'on a expliqué la démarche, etc., ça facilite et ça crédibilise également toutes les initiatives qu'on peut mettre en place et ça renforce,
je pense, la confiance que le management peut avoir sur la maturité que la cyber peut avoir de nos jours. C'est-à-dire que c'est sans pas poser la question de est-ce que c'est dangereux de faire un tir à blanc. Ça, ils savent qu'on sait gérer ce sujet-là. Ce qui les intéressait, eux, c'est de savoir, d'avoir quelque chose de très factuel sur un niveau de risque qui leur semble des fois un peu théorique dans le monde digital que, bon, chez un industriel, c'est toujours un peu compliqué. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé à factualiser un risque et également à enlever peut-être le côté anxiogène du 20h ou les ransomware tout le temps, etc., pour un peu aussi dire, OK, d'accord, oui, mais on a des mesures de sécurité, mais c'est quand même compliqué, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un problème, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un degré de maturité qui devrait nous permettre de résister jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est utile dans ce sens-là. C'est clair. Stéphane, c'était pareil pour vous? Alors, très rapidement, d'un point de vue technologique, ça nous a permis d'affiner les paramétrages de sécurité de nos différents outils, mais le bénéfice, effectivement, était d'ordre organisationnel, ça a permis d'accélérer certains projets qui étaient déjà identifiés, mais non priorisés parce qu'on n'avait pas forcément conscience de la réalité de la menace et de sa capacité justement à ce produit. Et ça a aussi permis de dégager du budget pour à la fois mener des projets de sécurité, mais aussi renforcer les équipes techniques au final qui sont celles qui implémentent et qui contribuent justement à élever notre niveau de maturité. Donc ça, c'était plutôt un point positif, en effet. Très bien, merci, merci à tous les trois pour votre témoignage. Alors, on a commencé avec Renaud sur la théorie, on a continué avec vous trois sur la pratique et on va finir avec Valérie Marchif sur la prospective, en tout cas les chiffres, prendre de la hauteur et peut-être ouvrir vers un peu de prospective sur où va cette menace et est-ce que demain on aura encore besoin de tir à blanc de ransomware ou est-ce qu'il n'y aura plus de ransomware et donc il faudra passer à autre chose. Je pense pas. Merci Jérôme. Valérie. Tu préfères la version longue ou tu veux la version courte tout de suite? Écoute, je souhaite la version en 15 minutes. D'accord, et tu vas la voir cette version en 15 minutes. Alors, en principe, vous devez commencer à voir mon écran, si je ne m'abuse. Elle est la version en 13 minutes, comme ça laissera le temps à Renaud de faire le mot de la fin. Vous voyez ma 13 là? Est-ce que vous voyez tous ma présentation? Non, pour ceux qui sont en ligne, parce que nous, ici, nous ne voyons rien. Mais c'est normal. D'accord. Ok, maintenant vous devriez voir. Ah oui, là, tout à fait. Parfait. Bon, alors, la première chose, c'est, je commence d'abord par revenir un petit peu sur l'année dernière. On pensait que la menace avait explosé entre 2019 et 2020. Elle a clairement encore plus explosé entre 2020 et 2021, selon les chiffres dont on dispose. En 2020, on avait compté 1700 attaques. Notre bilan sur 2021 est de environ 3200. En France, spécifiquement, on en a compté quelque chose comme 270 contre 130, donc ça représente quasiment un doublement. Ce doublement, alors forcément, on peut se demander, on voit certaines choses, est-ce qu'on en voit plus parce qu'on regarde plus, etc. On a aussi un autre chiffre qu'on a en parallèle qui est intéressant à comparer, c'est celui des demandes d'assistance sur cybermalveillance.gouv.fr. Il y en avait moins de 800 en 2020, il y en a près de 1600 en 2021. Donc, quelque part, on ne voit pas tout, on ne comptabilise pas tout côté le MAGA-IT, mais on s'aperçoit bien qu'on observe une tendance qui est comparable à celle que l'on trouve chez cybermalveillance.gouv.fr. Donc, le fait de se dire que l'on voit qu'une partie de la réalité de la menace, c'est une chose, mais il est intéressant de constater que ce que l'on observe déjà est cohérent en termes de tendance avec ce qui est plus représentatif de la réalité. La France est fortement touchée. Alors, on pense Amérique du Nord. Je dis Amérique du Nord en général, donc j'inclus là-dedans États-Unis et Canada, sont clairement les plus touchés.
La France, d'après nos observations, arrive plutôt en deuxième position, aux alentours de 8%. Toute la partie, la région Allemagne, Autriche, Suisse, la région d'art, est-elle également très représentée. Elle arrive en troisième position. Ça, c'était pour 2021 et ça tend à être comparable, en tout cas pour le début 2022. Juste un petit point d'éclairage sur qu'est-ce qu'on compte exactement. Alors, comme beaucoup d'autres gens, on compte là d'abord les revendications des cyberdélinquants qui, pour beaucoup, notamment ceux qui pratiquent la double extorsion, tentent à afficher sur un site web dédié les noms de leurs victimes qui refusent de payer, qui refusent de céder au chantage, ou celles qui viennent être attaquées et avec lesquelles la négociation ou les discussions plutôt viennent d'être entamées, ou juste pour les pousser à entamer les négociations. Donc on compte ces revendications. On sait que c'est pas complet. On compte aussi tout ce qui va être médiatisé, alors soit par nous-mêmes, le MagIT, désolé pour ceux qui se retrouvent en une de notre site. On compte ça, on compte bien, on surveille en fait tout ce qui peut être publié dans la presse avec des alertes, des mécanismes comme Google Alerts, comme Talkwalker, sur des mots-clés bien spécifiques qui sont susceptibles de nous signaler, d'attirer notre attention sur une cyberattaque qui potentiellement va impliquer ou non un ransomware. Et puis on surveille, on creuse, on filtre. La plupart des attaques, notamment en particulier sur celles qui concernent la France, requièrent une attention particulière. Il s'agit vraiment de vérifier quelle est la nature de l'attaque, d'essayer de la confirmer. Il y a plusieurs biais, c'est soit simplement attendre qu'il y ait de nouvelles informations sur l'attaque, soit faire des recherches sur la victime en allant chercher de potentiels vecteurs d'attaque qui sont aussi donc susceptibles de trahir la nature réelle de l'attaque. Donc il y a ça, et puis enfin il y a les réseaux sociaux. On trouve régulièrement des messages sur Twitter, sur Facebook, ailleurs, qui sont susceptibles de trahir une cyberattaque en cours au sein d'une entreprise. Certaines organisations l'annoncent elles-mêmes là-dessus plutôt qu'ailleurs. Leurs annonces là-dessus sont même pas forcément reprises dans la presse. Mais voilà, ça vaut le coup de surveiller, puis derrière, d'aller contacter l'internaute concerné, essayer de creuser, essayer d'en savoir plus. Voilà, ça fait partie de cet effort d'inventaire. Et puis enfin, les échantillons. On cherche aussi des échantillons de ransomware qui sont disponibles publiquement, ici ou là, et on compte. Voilà, on essaie de confirmer l'identité de la victime avant de compter. On se fait fort aussi d'éviter ou de décompter les doublons. Par exemple, pour une même victime d'un ransomware comme Hive, on va trouver 4 ou 5 échantillons différents. Donc, il faut dédoublonner et s'assurer qu'on tient compte d'une certaine unicité. Cet effort-là vaut aussi pour certaines revendications. Si on prend un groupe comme Logbit, certains affidés de cette franchise de ransomware ont tendance à annoncer des victimes qui n'en sont pas en réalité. Ils les présentent parce que ce sont des noms qui, pensent-ils, j'imagine, font bien pour faire pression sur la victime réelle, mais en définitive, les données qui sont présentées ne viennent que d'une seule victime. On avait vu le cas comme ça avec une revendication concernant Schneider Electric. Et en fin de compte, les données avaient été volées chez un constructeur d'éoliennes qui s'appelle Vestas. Voilà. On a compté quelque chose comme 60 au moins revendications chez Logbit qui ne sont absolument pas légitimes, qui ne reposent sur rien de concret. Voilà. Derrière, où en est la menace? Où est-ce qu'on va partant de ça? À mon sens, on n'est pas parti pour une véritable amélioration. Oui, je parle de désastre annoncé. Parce qu'en fait, il y a 3 choses que j'aimerais mettre en perspective qui tiennent en fait aux principaux vecteurs d'attaque.
Les trois principaux vecteurs d'attaque qu'on observe sur les ransomware, ça va être l'email pour aller essayer de prendre pied dans l'infrastructure d'une victime en devenir, avec ce qu'on appelle du mal spam, donc des pièces jointes attachées qui sont malveillantes. Des services RDP qui sont exposés directement sur Internet et qui vont être attaqués derrière en force brute. Ça arrive fréquemment encore. Et puis l'exploitation de vulnérabilité. Et pourquoi est-ce que je pense que on est dans une situation où la menace n'est pas prête de s'estomper? C'est parce qu'en fait, les points d'entrée sont loin de disparaître. On a eu plus de 30 vulnérabilités critiques qui ont été dévoilées l'an dernier, en 2021, qui sont déjà exploitées pour conduire des attaques avec ransomware. Il y a déjà de nouvelles vulnérabilités en 2022 critiques qui sont susceptibles d'être exploitées pour des attaques impliquant des ransomware. Derrière, on trouve encore sur Internet des systèmes qui sont affectés par des vulnérabilités critiques ou qui sont mal sécurisés, qui vont être directement accessibles sur Internet. Par exemple, on va prendre des systèmes, des déploiements VMware Horizon. On en trouve ils sont affectés par la vulnérabilité qui a été découverte à la fin de l'année dernière, affectant la librairie Log4j. On trouve encore des systèmes VMware Horizon qui sont affectés, qui ne sont pas patchés, qui sont exposés directement sur Internet, donc qui ne demandent qu'à être piratés en définitive. On trouve plein de services RDP qui sont exposés directement sur Internet, qui ne demandent malheureusement qu'à être attaqués en force brute. D'autant plus que si on voit un service RDP avec une fenêtre de login Windows, où on voit déjà le nom de l'utilisateur ou du compte, entre guillemets, qui est prêt à ouvrir une session sur la machine, forcément le boulot de l'attaquant est un peu facilité. Voilà. Et puis, la menace en termes d'email malveillant, elle est loin d'avoir reculé. On avait pu espérer une disparition des mots-têtes, on n'a eu qu'une perturbation. Il est revenu, mais la concurrence, entre guillemets, l'offre ne s'arrête pas qu'à les mots-têtes, dirons-nous. Screwwaffle, ICID, Trickbot, Qbot, etc. Ça manque pas. Et puis enfin, quelque chose dont on parle relativement peu, sur lequel on attire relativement peu l'attention, c'est les accès initiaux. Parce que certains attaquants, que ce soit que l'on parle de groupe ou d'affiliés de franchise, etc., vont chercher à trouver eux-mêmes des systèmes vulnérables, des points d'entrée sur des systèmes d'information, pour se constituer donc comme ça des accès initiaux et puis aller conduire leur attaque. D'autres vont acheter ces accès initiaux qui auront été établis, découverts, mis en vente par d'autres. Et on a eu un tel florilège de vulnérabilités prêtes à exploiter pour établir ces têtes de pont, pour obtenir ces accès initiaux, que je ne serais pas étonné qu'il y ait pas mal d'accès initiaux existants qui n'ont pas encore été exploités, mais qui ne demandent qu'à l'être en définitive. Et donc, ça fait des victimes en devenir qui s'ignorent. Et je pense qu'il y en a beaucoup. En tout cas, le volume d'accès initiaux qui peut s'échanger sur Internet et entre cyberdélinquants est assez énorme. Enfin, moi, j'ai des sources qui travaillent sur ce domaine-là. Et voilà, un courtier comme ça en accès initiaux, un broker, n'a pas de difficulté à mettre en vente plus de 25 accès initiaux par semaine sur le marché. Et souvent des accès initiaux de comptes d'administration du domaine aussi. On a vu des petites annonces sur des sites marchands qui proposaient soit un accès non privilégié, soit un accès privilégié, qui allait du simple au double, mais c'est pas très très cher. Absolument. Et donc là les sources dont je parle ne me parlent pas trop des accès qui peuvent être mis en vente sur les forums publiquement, etc. On parle plutôt des transactions qui sont faites sous le manteau de manière assez discrète.
Et bon, se dire qu'un seul broker comme ça est capable de mettre en vente plus de 25 accès par semaine, ça donne une petite idée des volumes en fait dont on parle derrière, à l'échelle de toute une économie souterraine et à l'échelle de la planète en termes de cibles potentielles qui juste malheureusement s'ignorent. Et je pense que malheureusement, voilà, il y a beaucoup d'organisations qui sont dans ce cadre-là. Les signalements remontés dans ce genre de situation ne sont pas rares. Merci Valérie. On a plus que 2 minutes là. Est-ce que tu as beaucoup? Alors j'accélère sur voilà, quelques raisons d'espérer. Voilà. Alors 2 choses. La première chose, on a fait un sondage Tech Target, le Mag Actif. Vraiment 2 minutes parce qu'on doit laisser la parole à Renaud. Hein. Je la fais vite. C'est une raison d'espérer parce que pour la première fois, je vois dans les priorités IT des entreprises, de nos lecteurs, des choses qui sont clés dans la prévention, l'authentification à facteurs multiples, la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité, la gestion et la surveillance du risque et de son exposition, sont des choses qui font partie des priorités des entreprises qui ont répondu à notre sondage. Et ça, je pense que c'est une vraie raison d'espérer parce que ce sont des projets qui sont clés dans la protection contre le ransomware. Et enfin, on a quand même des effets qui sont intéressants à observer. Les actions des forces de l'ordre sont là. Elles portent leurs fruits. Alors, ils ne sont peut-être pas forcément visibles, ils ne sont peut-être pas forcément massifs, mais ils sont réels. Donc, juste un message comme ça, si quelqu'un doit payer un jour malheureusement une rançon suite à une attaque de ransomware, il faut le dire à la police, il faut le faire en Bitcoin. La police, les forces de l'ordre peuvent derrière suivre et éventuellement avoir un espoir de piéger et d'attraper les attaquants. 2 dernières choses positives. Les tensions sont de plus en plus multiples au sein de l'écosystème criminel. Trahison, divulgation de données, complaintes, etc. C'est assez impressionnant d'observer ça, de regarder ça. Et puis derrière, côté prévention, protection, détection, côté défenseur, entre guillemets, il y a un vrai écosystème extrêmement dynamique avec des chercheurs, des analystes qui sont motivés, qui sont impliqués, qui veulent vraiment protéger les organisations autant que possible. Et puis des fournisseurs qui parviennent à évoluer, à s'adapter. On a eu récemment 2 petites nouveautés chez Microsoft qui, mine de rien, devraient en tout cas aider à terme à améliorer, à contribuer en tout cas à ralentir et à réduire les capacités d'attaque des méchants. Voilà, j'ai fini. J'ai tenu longtemps. Merci Valérie. Non, c'est tout bon. Voilà, n'oublie pas de départager ton écran. C'est tout bon et surtout, ça nous permet de faire une conclusion parfaite puisque on vient de voir que la menace n'est pas prête de diminuer tout de suite. Alors, il y a de l'espoir, certes, mais on est encore plutôt sur une phase montante. Donc, ça veut dire que le tir à blanc de ransomware, lui non plus, ne devrait pas s'arrêter tout de suite. Donc, Renaud, pour le mot de la fin, quelles sont les prochaines étapes pour Lyseum et pour la technologie, ou en tout cas l'approche du tir à blanc de ransomware? Merci Jérôme, merci à tous pour vos témoignages qui étaient très intéressants. Vous l'avez vu, la menace elle est multifactorielle, hein. Chaque cas client est assez différent. On a des clients qui se sont rendus compte qu'ils pensaient être protégés et puis qu'il y avait un gros défaut de configuration sur leur solution EDR et au final l'EDR ne servait pas à grand chose. D'autres clients qui ont pu constater qu'ils étaient mieux protégés que ce qu'ils pensaient, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Et puis, on a trouvé des gros trous dans la raquette sur certaines solutions de sécurité. Donc là, on est en train de communiquer aux éditeurs et d'être certain que nos clients sont plus exposés, mais on communiquera sur notre blog, sur nos trouvailles, sur plusieurs solutions de sécurité et sur des failles assez béantes qui existent sur ces solutions de sécurité. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on remercie énormément nos clients pour l'apport et leur feedback et la coopération qui peut s'installer lors des missions de tir à blanc de ransomware, parce que c'est vraiment un échange qui est gagnant-gagnant, gagnant pour le client, gagnant pour le renforcement de la solution. On a d'ailleurs embauché des équipes supplémentaires pour le développement de cette solution. On va intensifier le développement sur l'année 2022 avec davantage d'industrialisation de la solution, d'automatisation de la solution.
Et on va très bientôt vous proposer une solution d'abonnement qui permettra de faire un check-up régulier de conformité et vérifier que votre exposition n'augmente pas trop dans le temps, malgré tous les changements qu'on peut avoir sur un parc IT. Voilà. Merci Renaud, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette petite heure. Alors 1 heure, c'est peu finalement pour un sujet aussi vaste. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'Elyséum pour avoir peut-être plus de détails sur la manière dont on prépare ces tests, on les exécute et tous les atouts que ça peut amener. Et on l'a bien compris, notamment pour aller parler à votre COMEX et éclaircir les choses. Merci à nos 3 témoins et Merci à très bientôt. Merci.